Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce 10e épisode déjà d'histoire de jeux vidéo en Belgique, en Belgique francophone particulièrement pour le moment, oui. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Stéphane Champaillet. Bonjour. Bonjour Stéphane, qui travaille à l'Université de Liège, donc un hasard heureux qui nous permet de nous rassembler pour discuter de ton parcours. Ton parcours qu'on va voir très éclectique et très diversifié, avec du développement, de la chronique médiatique, et puis toutes sortes de passions qui t'habitent. On va y venir. Un petit lien par rapport à l'émission précédente. Stéphane a été impliqué dans le développement de Outcast, première version, premier du nom, de 99. Et la semaine dernière, on avait l'occasion d'accueillir Pablo Coma, qui était Game Director sur Outcast 2, donc la suite 25 ans plus tard quasiment. Donc pour ceux qui veulent faire un petit rattrapage, je les invite à aller consulter les archives de l'émission. Aujourd'hui, donc, Stéphane, il me semble qu'on pourrait commencer par Outcast, mais on va plutôt faire par fil chronologique. Okay. Et si tu veux bien, est-ce que tu peux te présenter rapidement le type d'études que tu as faites et comment tu es tombé dans les jeux vidéo, par quelle porte? Ok, oui, eh bien, je suis tombé dans les jeux vidéo comme les enfants de mon âge qui avaient suffisamment de chance pour avoir un ordinateur à la maison, car à l'époque c'était complètement nouveau et rare. Et t'avais quoi comme ordinateur? Alors à l'époque, on a commencé avec un TRS-80 chez moi, donc je devais avoir 9 ans, 8-9 ans. Okay. Ça ne m'intéressait pas du tout. Et puis on a changé d'ordinateur, on a eu un Apple 2, donc le grand-père des iPhones et compagnie. Et là, je crois que comme tout jeune qui se respecte et qui est mis en face des jeux vidéo, on comprend vite que c'est très très marrant de jouer à des jeux. Et de là m'est venue l'envie de faire mes propres jeux. Voilà. Ah oui, directement. Oui, assez vite, c'était ça qui me motivait. Et alors, donc ça c'était un premier aspect. Et le second aspect, c'est qu'à l'époque, les jeux vidéo étaient énormément piratés. Ils le sont encore aujourd'hui, mais bon, à l'époque, voilà. Et j'ai très vite compris qu'il y avait une sorte de monde secret qui faisait en sorte que les jeux soient piratés. Et ça, c'est au début des années 80. Et dans le même temps, le milieu des hackers, le monde des hackers a commencé à devenir un peu romancé, à la mode, donc notamment avec le film War Games. Donc, j'ai pas vu ce film, enfin, c'était dans l'air que le milieu des hackers et tout était un truc un peu rigolo. Et un peu mystérieux aussi. Un peu mystérieux. Et c'est les deux fils qui, moi, m'ont passionné, qui m'ont attiré, qui ont fait que je me suis... c'est ça qui a dirigé, entre guillemets, mon évolution. Et en particulier, petite anecdote, quand j'étais tout petit, on était allé chercher des jeux vidéo chez quelqu'un, donc ça voulait dire faire des copies. Hein. Et j'avais été frappé parce que cette personne rangeait ses disquettes, donc à l'époque les jeux étaient sur des disquettes, donc des trucs comme ça, des carrés tout noirs, voilà. Et ces disquettes étaient rangées dans des boîtes à chaussures. Et ça me paraissait tellement non conventionnel. Donc chez moi, les disquettes étaient rangées dans des belles boîtes en plastique presque vénérées. Et là, c'était vraiment un objet complètement décontextualisé. Complètement banal aussi. Voilà, et je me suis dit, voilà quelqu'un qui a compris l'informatique comme moi je la comprends, quoi. Donc un truc vraiment explosé, un machin pour créer, où il n'y a pas tellement de règles. Et voilà. Donc, c'est ça. Donc pas de vénération par rapport à l'objet technique en tant que tel, plutôt... Non, non, j'ai jamais été intéressé par les ordinateurs vraiment en tant que tel. C'est vraiment l'objet intellectuel, quoi. C'est une sorte de pâte à modeler, en fait. Et c'est, en ce qui me concerne, la pâte à modeler ultime, quoi. Donc... Oui, tu as amené, juste pour l'illustration, The Best of Creative Computing, qui, en quelque sorte, illustre finalement ta manière de concevoir les choses à l'époque. Oui, donc c'est ça qui était chouette à l'époque, c'était très encouragé, donc c'est l'aspect créatif. Et il était encouragé d'une part parce qu'il était encouragé, et d'autre part parce que nécessité faisant loi, il n'y avait pas beaucoup de programmes, il n'y avait pas de documentation, ou peu, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas d'émissions à la télévision, il y avait quelques magazines, et donc on était obligé
d'investiguer par soi-même et de découvrir. Et donc, tout cet aspect d'investigation, de recherche par soi-même, etc., ça, c'était vraiment le truc, je pense que c'est ça qui rendait le truc rigolo. Et parfois très frustrant, puisque... Oui, tu étais bloqué parfois sans aide possible. Parfois, voilà, et donc je regrettais assez souvent de ne pas connaître les gens qui savaient, parce que moi, je n'ai pas pu l'apprendre. Pas mal de choses, je n'ai pas pu apprendre. Comment tu es venu au code ? C'est quoi ton premier contact avec un programme Aussi loin que je me souvienne, l'idée, c'était d'écrire des petits jeux. Okay. Et donc, j'ai commencé... Oui, en basique à l'époque, donc sur Apple Soft. Et oui, donc très rapidement, donc j'ai compris que si je voulais aller plus loin, donc à l'époque, c'est ce qu'on appelait le langage machine. Donc il faut savoir qu'à l'époque, on avait des moyens de développement très limités. Et si on voulait tirer parti de l'ordinateur autant que faire se peut, il fallait directement le programmer de manière très très directe et donc de manière fort obscure. Et voilà, et donc assez vite, pareil, c'est la nécessité qui a fait que j'ai eu envie d'apprendre. Voilà. Et je me souviens... Tu étais quand même très jeune pour te frotter à ce type de... Oui, j'ai commencé à 12 ans et je me souviens assez clairement qu'en 6e primaire, j'essayais d'apprendre le langage machine et c'était infernalement compliqué parce que je ne comprenais rien à rien. Donc j'y suis arrivé assez vite tout seul, mais il y avait quand même des notions de logique, de choses comme ça, où clairement mon cerveau était un peu... en construction j'étais encore. un peu jeune pour ça, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je pense que oui, j'étais un peu en avance sur mon temps pour ces choses-là. Quoi. À 12 ans, donc on était en 80... À 12 ans, 85. 5. Ok. Oui, seulement. Oui, ok. Donc tu te frottes à ces premières expériences de programmation, mais tu l'as mentionné, il y a aussi une forme de fascination, ou en tout cas de passion romantique pour la scène des copieurs et ce qui va devenir la scène des demo makers. Oui, oui, je ne sais pas pourquoi ça m'a fasciné, c'est probablement le côté chemin de traverse, le côté alternatif, mais quand j'avais cet âge-là, quand j'avais 15 ans, moi, je n'ai jamais conceptualisé pourquoi ça m'intéresse. Moi, j'étais dedans et tout ce qui m'intéressait, c'était d'y être le plus possible, quoi. Mais oui. Et en quoi ça consistait ? Parce que, comment tu as rencontré des gens qui avaient les mêmes passions que toi ? Alors, donc quand j'ai commencé, donc de 12 à 15-16 ans, j'étais très seul. J'ai bien rencontré une personne ou l'autre que ça intéressait un petit peu, mais les gens n'étaient pas aussi loin que moi dans ce que je faisais et n'avaient pas les mêmes centres d'intérêt. Donc j'ai vécu un peu en autarcie comme ça pendant plusieurs années et j'étais toujours fasciné par ce monde des pirates, etc. Et ce monde des démos, donc la démoscène, qu'on abordera un peu après. Je ne sais pas très bien comment je suis rentré en contact avec ça. Je pense que c'est au travers de tout ce qui est l'aspect piratage. Et... parce qu'il y avait des groupes de pirates qui signaient aussi leur déplombage de jeux. Ça, je m'en souviens. Voilà. Et donc, tout ça a été signé par ce qu'on appelait à l'époque des intros. Et ça permettait de savoir que ce monde existait. Mais c'est un monde fermé. On ne rentre pas dans ce monde-là. Sauf qu'un beau jour, je vois le numéro de téléphone de ce qu'on appelait à l'époque des BBS. Donc, c'est l'ancêtre de ce qu'on peut appeler les serveurs aujourd'hui. Comme vous allez sur YouTube, c'est un serveur. Enfin, il y en a des millions, mais avant, c'était votre PC connecté à votre ligne téléphonique. Si vous regardez le film War Games, c'est clairement ça. Et donc, je vois un numéro de téléphone, je tente le coup, et je tombe évidemment sur une page très austère qui demande un login et un mot de passe. J'allais dire. Et donc, comme les enfants de mon âge, je me dis, je vais essayer, comme j'ai vu dans les films. Donc, je commence à essayer des mots de passe. Et à un moment donné, je vous le dis, c'est vraiment magique. C'est comme dans les films. Le curseur se déplace, ploup, 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 et quelque chose apparaît à l'écran. Qu'est-ce que tu fais, connard ? En grosso modo, c'est ça. et donc, il y avait quelqu'un, en fait, de l'autre côté du truc qui a vu que j'essayais. Okay. Et donc, j'ai très rapidement essayé de le convaincre de pourquoi j'étais là. Et puis, c'est comme ça que, je suis rentré en contact avec une personne. Et puis, après, je ne sais plus très comment ça s'est fait, mais de fil en aiguille, j'ai pu contacter d'autres gens. Et c'est comme ça que je suis rentré dans ce milieu. Dans ce truc-là, quoi. Oui.
Et donc, pour être complètement précis sur la manière dont on se connectait, en fait, c'était des gens qui laissaient leur machine accessible jusqu'à un certain point, ou en tout cas des fichiers sur leur machine sur lesquels tu pouvais te connecter. Et ça utilisait la ligne téléphonique, Oui. ça demandait de composer un numéro qui était un numéro standard comme un de numéro téléphone. de téléphone, oui. Et ça produisait un bruit que tous Très ceux de notre caractéristique. génération connaissent très très bien, Oui. qui est le bruit de connexion du modem. Ok. Voilà. Et donc, cette personne dont le numéro de téléphone te permettait de te connecter, elle était dans la région liégeoise ou Non, je pense que c'était quelqu'un en Flandre. Ok. Je me souviens même plus du nom du gars, ça doit être Blitz, je sais plus quoi. Et oui, après, j'ai pas de souvenir très net de ce qui s'est passé après ça, mais Tu te souviens quand même de cette première étape? Oui. En fait, je pense que j'ai proposé mes services. J'ai dit, voilà, moi je sais programmer et ça me dirait bien de faire une page de présentation d'un groupe pirate si ça intéresse quelqu'un. Et je pense que de fil en aiguille, alors c'est comme ça que ça s'est mis en route. Mais il y a encore autre chose. Il faut savoir que dans ce milieu-là, donc il y a des tas de gens qui évidemment étaient comme moi et gravitent dans le truc, essayent de rentrer et sont aux portes du monde. Mhm. Mais il y a les cadors du truc, donc ce qui s'appelait à l'époque l'élite. Donc si vous avez sûrement déjà vu passer peut-être un truc écrit avec un 7, 2, 3 et un T. Et c'est une manière d'écrire élite c'était une manière de crypter un peu le truc ça. Et en fait, ce monde-là est encore plus fermé que l'autre. Et là, je n'arrivais pas à rentrer parce que clairement, j'avais rien de spectaculaire à montrer. J'étais pas non plus un programmeur hyper costaud comme certains là-bas. Donc, le passe-droit pour accéder à ce monde-là, c'est justement la compétence. C'est la compétence, oui. C'est vraiment une méritocratie, quoi. Ok. Et donc, là, je me suis dit, bon, puisque j'arrive pas à rentrer chez ces gens-là, je vais parler d'eux. Et donc, c'est là que m'est venue l'idée de faire ce magazine électronique qui s'appelait Infobéa. Et donc, je me suis dit, bah voilà, je vais faire comme ça et je vais parler d'eux. Et ça a en fait très bien marché parce que ça a commencé à avoir un peu du succès. On peut peut-être faire tourner des images d'Infobia. Donc c'est un magazine qui était distribué sur disquette ou en fichier téléchargé. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça fonctionnait comme ça. C'était un programme qu'on s'échangeait, qu'on se copiait. Et dedans, il y avait tout ce qu'il fallait pour lire des articles. Donc là, aujourd'hui, vous avez quelque chose pour regarder un fichier PDF. Voilà, j'avais conçu une petite interface pour regarder des petits articles. C'était très primaire, mais moi, ça permettait de de faire mon objectif, qui était de parler de ces gens et rentrer progressivement en contact avec eux. Sous l'angle journalistique, presque, ou en tout cas... Non, moi, c'était vraiment, encore une fois, l'idée de... C'était un moyen pour atteindre l'objectif qui était de rentrer en contact avec eux. D'accord. Alors après, ma fascination du machin a probablement fait que j'ai écrit un petit peu sur eux, mais clairement, moi, l'objectif, c'était de rentrer dans le milieu, entre guillemets, quoi. Et ça, tu codais sous quoi Alors, à l'époque, j'avais commencé avec un langage qui s'appelait Turbo Pascal. Ouais. Et donc, Pascal a été inventé par un gars qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Niklaus Wirth, et qui avait pour vocation de proposer un langage de programmation qui soit facile pour l'apprentissage de la programmation. Et ça a très bien marché. Donc voilà, moi j'ai commencé à programmer avec ce truc-là. En Pascal. Sur un PC. Alors à l'époque, c'était sur PC. J'avais quitté l'Apple depuis... Enfin, mes parents avaient quitté l'Apple, et donc, par la force des choses... Oui, à l'époque, un ordinateur coûtait très cher, et donc c'était très compliqué de s'en offrir un avec ces maigres moyens d'enfants, fût-il occidental et du bon côté de la barrière, quoi. C'est ça. Fût-il, pardon. Donc voilà, donc Infobia, je les programmais. C'est toi qui faisais les éditos ? Non. Donc, en fait, j'ai assez peu Darkness, écrit. Toi. Voilà. Et donc, à l'époque, déjà, j'avais un petit groupe de gens avec lesquels on faisait ce truc-là. Mm-hmm. Un graphiste qui faisait les dessins, qui s'appelait Pierre Mingal, je pense, à l'époque. Un autre type qui a écrit quelques articles, qui s'appelait Philippe Mélard, qui était aussi un très bon ami par ailleurs. Mm-hmm. Et puis est arrivé dans l'équipe un gars dont le pseudonyme est Darkness, qui avait cette faculté que peu de gens ont d'organiser les choses, et qui était une sorte de leader né. Et lui, en fait, a vraiment fait
explosé Infobia. Et donc, lui, il a vraiment contacté beaucoup de monde. Il s'est arrangé pour obtenir des dizaines d'articles. Enfin, et Infobia est devenu vraiment le magazine le plus réputé pendant quelques années. Et donc, ça, voilà. Donc c'était presque une lettre de contact entre oui, clairement. des demo-makers. C'était devenu, oui, clairement, oui, il y avait ça. Et donc, voilà, ça a vraiment pris son envol. Ça a été diffusé énormément, en tout cas pour l'époque. Et voilà. Et donc, moi, ça a permis d'atteindre. En fait, je suis devenu Monsieur Infobia, en fait, voilà. Donc, je ne suis pas devenu ce que je voulais devenir, donc je ne suis pas devenu un grand pirate, je ne suis pas devenu un grand démo-maker, mais ce truc est arrivé. Et il y voilà. avait une circulation au-delà de la Belgique, on était dans une circulation très internationale. Oui. Tu m'avais raconté que tu avais eu des contacts avec un Grec ou oui, c'est ça. Donc, toutes sortes de personnes qui, au moment de la sortie, allaient chercher le magazine directement. C'était attendu. Voilà, c'était clairement attendu. Et donc à l'époque aussi, c'est un peu de l'ordre de l'anecdote, mais c'est rigolo. Donc un jour, on fait la nouvelle version, je ne sais plus laquelle, la 6, la 5, la 4. Et 2-3 heures après, on reçoit un message sur notre BBS, donc notre serveur, qui nous dit « Ah, je m'appelle machin », donc c'était un grec, et j'ai vu que ça ne marchait pas sur mon ordinateur, j'ai déjà corrigé, et je vous envoie la version corrigée. Donc c'était assez épatant de voir ça. Il faut savoir que corriger un logiciel qu'on n'a pas conçu, c'est hyper difficile. Donc, oui, il faut faire du rétro-engineering. Ce type était probablement déjà très bon. Donc voilà, donc ça a eu beaucoup de succès, ça a ouvert plusieurs portes, et surtout ça m'a donné... en tout cas, oui, c'est une carte de visite, parce que les gens qui sont dans ce milieu-là se souviennent de ce magazine, et donc voilà. C'est ça. Et donc, on en vient à la démoscène, parce que ça me semble important de préciser un petit peu en quoi ça consistait. Donc là, il y aura des illustrations, je le dis pour la régie, autour de Wired, 95, 97 et 98, qui sont en fait des lieux de rassemblement. Oui. Donc, en 2 mots, la démoscène, c'est un truc qui n'aurait pu exister que qui n'existe que par l'informatique, et qui est un peu foufou. Donc, comme je vous ai expliqué, ou comme on disait tout à l'heure, lorsque les pirates pirataient des jeux vidéo, ils mettaient un petit écran au début du jeu en disant bah, « c'est nous qu'on l'a fait », c'est une sorte de graffiti informatique. Et ça consistait en une petite animation très légère, et où surtout les types vendaient leurs prouesses et leur logo en très gros. Une sorte de carte publicitaire en fait. Et ces petits bouts de programme qu'on mettait devant les autres ont tout doucement grandi pour devenir en fait le lieu où des programmeurs essayaient de prouver aux autres qu'ils étaient meilleurs qu'eux, en mettant en place des effets graphiques toujours plus spectaculaires, toujours plus difficiles à faire. Donc à l'époque, il faut savoir qu'on ne pouvait pas faire facilement des vidéos et des choses comme ça, parce qu'il n'y avait pas d'outils pour ça. Donc tout devait être programmé. Donc la place du programmeur était vraiment importante là-dedans. Au cœur du développement. Voilà. Et donc les programmeurs ont essayé d'épater les autres programmeurs, et puis ça n'a plus suffi. Donc les programmeurs se sont rassemblés se sont accoquinés avec des graphistes, et donc là c'était à qui mieux sur le graphisme, à faire des choses les plus jolies possibles. Et puis voilà, par exemple c'était Benji, c'était un graphiste chez nous, et donc ce type, il faut savoir, a dessiné ça pixel par pixel, il n'y avait pas de scanner, il n'y avait pas de... C'est ça. Voilà, et puis après la musique est arrivée, et donc ça a gonflé, et donc ces petites cartes d'invitation, de promotion des pirates sont devenues des objets à part entière qui n'étaient plus du tout liés au monde des pirates, et qui simplement, voilà, des groupes faisaient la compétition de qui fera le truc le plus spectaculaire. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens ont conçu leur propre code, en fait. Parce qu'un démo maker, vous lui montrez encore aujourd'hui une bonne démo qui est faite aujourd'hui, mais peut-être sur un ordinateur de l'époque, tout de suite, il sait dire « Ok, ça c'est difficile à faire » ou « Ça c'était pas difficile à faire ». Ça c'était vraiment « Waouh, comment est-ce qu'il a fait ?» Et donc le gros trip en fait du démo maker, c'était d'épater la galerie en faisant le truc le plus balèze possible. Et si possible, le truc le plus impossible possible. C'est ça. Donc le truc typique, voilà, moi je me souviens sur le PC pour Infobia, les PC à l'époque c'était des écrans 640, 480, 16 couleurs, et donc moi, mon tour de force entre guillemets, c'est de dire, bah non, moi je vais mettre 48 couleurs sur cet écran. C'était écrit partout que c'était pas possible, en fait il suffisait de se creuser un petit peu, et on le faisait. Et tous les gens qui étaient dans la démoscène
si vous regardez, quand ils font des performances 3D, etc., en disant « Regardez, j'anime 3 millions de triangles par seconde, c'était incroyable », c'est de la triche tout le temps. Mais il fallait être créatif, encore une fois, on revient là-dessus, pour tricher intelligemment. Et donc, cette démoscène a gonflé, tant et si bien qu'après, il y avait des grandes conférences où tout le monde se rassemblait, où je n'ai pas pu aller parce que c'était loin. Et donc, la plus connue à l'époque, c'était Assembly, qui se passait en Suède, je pense. Et Assembly réunissait peut-être, je pense, c'était de l'ordre de 3 ou 4 000 démo makers. C'était à l'époque énorme. C'est énorme, oui. Et donc, il faut se représenter ce truc-là. Vous alliez dans un gros hall omnisport et 3 jours durant, complètement coupé du monde, où toutes les fenêtres étaient occultées. Les types étaient sur leur PC. Donc, t'avais que des ordis, connectés tous, et des gens qui mangeaient des pizzas, de choses, et qui faisaient que programmer, échanger des programmes et des trucs comme ça. Et voilà. Et donc, c'est un truc fou, quoi. Quand on y pense, on se demande, mais qu'est-ce qui a pu amener les gens à faire ça, quoi. Oui, parce que c'est entre la démarche technique, entre la démarche artistique et la démarche purement de domination symbolique de l'autre, en disant regarde, moi je suis capable de faire ça et je t'explique pas trop comment faire. Ça, alors les secrets étaient bien gardés et moi on m'a jamais rien dit du tout. C'est ça. Et donc voilà, et c'était un monde un peu magique. Il faut savoir que ce monde magique continue encore un peu, bien qu'il est très vieillissant maintenant. Donc il y a encore une démo partie qui se fait, je pense, en Allemagne, j'ai oublié son nom, j'y ai participé il n'y a pas longtemps. Oui, j'ai trouvé un site qui rassemblait les dates des démo parties. Pour ceux que ça intéresse, on mettra ça dans les commentaires de la vidéo. Et donc récemment, je pense que le monde de la démoscène a été classé au patrimoine de l'UNESCO. Ah oui. Oui, il y a des gens qui ont fait cette démarche, parce qu'effectivement, culturellement, c'est un objet ou c'est quelque chose qui n'a aucun autre pareil, quoi. C'est un truc fou. Mon souvenir de la démoscène, c'est les disquettes qui étaient fournies par les magazines type Joystick ou Tilt. Tu avais une petite disquette qui était généralement compatible dans les années 91-92 avec différentes plateformes, parce qu'elle avait un formatage, et qui contenait des programmes qui tenaient sur quelques octets ou quelques dizaines d'octets, quelques kilo-octets. Et l'objectif était de réduire au maximum le poids en octets, tout en essayant de faire les graphismes, les effets graphiques plutôt, les plus spectaculaires. Oui, ça reste encore une discipline, donc ce qu'ils appellent les démos 4K, donc faire un maximum de choses en 4000 octets. C'est ça. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que tout ce monde-là est né de la contrainte. Oui. Personne aujourd'hui ne s'amuserait à faire une séquence vidéo en passant des heures à la programmer. Tout le monde prendrait des outils adaptés pour faire ça, des modeleurs 3D, tout ce qu'il faut. Donc à l'époque, on le faisait avec du code parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais ce qui prédominait, c'était l'envie de le faire. Et tout le reste ne découlait de ça, en fait. C'est ça. Et chacun dans sa branche voulait épater les autres, évidemment. Évidemment. Ok, donc ça c'est l'univers dans lequel tu grandis, l'univers aussi qui te fascine. On voit à l'écran l'endroit où c'est un genre de non, c'est pas un GitHub, c'est Demozoo. C'est une page web sur laquelle il y a moyen de retrouver toutes tes productions ou une grosse partie de ce qui a été sauvé, pas nécessairement par toi d'ailleurs. Il y a un travail de collation qui se fait en interne de ce petit monde. Oui, je ne connais pas les gens qui font ça, et donc ils rassemblent toutes les productions de tous les groupes, de tout le monde. Il y a un autre site qui s'appelle Poète.net, donc c'est les deux gros machins, et eux rassemblent tout, et il y a une production absolument énormissime. Alors évidemment, le pire côtoie le meilleur. Alors parfois un peu difficile pour les gens qui veulent juste voir de quoi il s'agit, c'est que les démos publiées sur des 486 ou des PC des années 90 ont bien du mal à tourner sur des PC en Windows 11. C'est-à-dire qu'il faudrait utiliser une DOSBox ou un émulateur. Il faut des émulateurs. On y reviendra parce que les émulateurs constituent aussi une partie de ton travail actuel. Le travail, c'est plutôt un délassement. Oui. Mais encore une fois, il faut comprendre que c'est très marrant, mais c'est un monde qui s'est conçu sur des contraintes et dans un certain entre-soi. Et donc, on a développé des codes et tout. Donc, entre nous, on se comprend tous très bien. Mais je pense que pour quelqu'un qui est extérieur à ça, ça doit être probablement
complètement opaque. Obscur, Quoi. Et il ne doit pas comprendre que moi, quand je regarde une démo, je dis « Waouh, c'est fantastique, comment ils ont fait ça ?» Alors que pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est bof, ça doit produire probablement rien du tout dans son esprit. Quoi. C'est dommage, c'est difficile de communiquer là-dessus. Parce que moi, je peux vous assurer que j'y ai passé plus que des nuits. Quoi. Donc, oui, c'est un drôle de truc, en fait. Mais ce qui est fascinant, c'est cette impossibilité, si tu n'as pas le code, d'une certaine manière, pour employer une métaphore, de comprendre ce qui se joue à l'écran quand tu le vois simplement. Non, je pense que c'est opaque. C'est ça. C'est complètement opaque. Ouais. Si j'avais fait des constructions en bois d'allumettes, je pense qu'on se serait dit que j'étais fou, mais enfin, on aurait pu quand même voir l'objet. Mais là, même en voyant l'objet, on ne comprend pas l'intérêt. Je suis définitivement dans une bulle un peu tout seul. Non, mais c'est intéressant parce que ça montre aussi, dans ses premiers pas d'exploitation, je veux dire, très poussée de ce type de machine, le type de délire auquel on peut arriver finalement. Parce que c'est pas juste un usage purement utilitariste. On est dans un usage, pour moi, esthétique, artistique. Oui. En gros, si c'est inutile et difficile, alors ça m'intéresse. C'est pas mal comme façon de voir les choses. Mais malgré tout, tu as réussi à aussi exceller dans d'autres domaines, notamment la chronique de jeux vidéo. Tu as été le premier chroniqueur sur une chaîne publique. Public, oui. Donc j'étais pas le tout premier. Il y avait un autre gars sur RTL, je pense, à l'époque. Okay. Et encore bien avant moi, sur les chaînes françaises, il y avait une émission qui s'appelait Le Mini-Journal de Patrice Drevet. Et là-bas, ils ont fait les premières chroniques qui, alors à l'époque, j'avais un peu oublié qu'elles existaient. Et c'est bien dommage parce que je les ai regardées il n'y a pas très longtemps et je les trouvais très bien faites. D'accord. Elles étaient vraiment dans le ton de l'époque. Et en quelques mots, il faisait vraiment le tour du jeu et je trouvais que c'était vraiment pas mal. Et donc oui, je me suis retrouvé... à la RTB, sur Radio 21, c'était une émission radio. Oui. Alors ici, on a un générique parce que c'est la version 2.0, avec tes comparses de l'époque, mais ça dans une version plus ancienne, on va dire, enfin plus moderne plutôt. Xavier S à droite et Brice Leblenec à gauche. Enfin, pour moi, mais bref, vous avez compris. Comment ça se passe ? Comment tu arrives là ? En quoi consiste ton rôle ? Donc, à nouveau, le hasard fait bien les choses. Donc, à l'époque, comme on vient de dire, j'étais dans ce monde de la scène démo. Et Cybercafé est une émission assez confidentielle qui parlait de l'Internet, parce que l'Internet était concomitant de ce que moi je faisais. Et donc, il parlait de tas de sujets, d'Internet, etc. Mais je comprends quand même que ça parle aussi de cyberculture, et je ne comprends pas, moi, pourquoi on ne parle pas de démocène. Et donc, plusieurs fois, je téléphone, parce qu'à l'époque, l'Internet était encore primitif, donc le moyen de communication premier, ça restait quand même le téléphone. On n'envoyait pas encore des mails par défaut ? Non, ça restait encore, confidentiel. Et donc, je téléphone plusieurs fois à l'émission, je laisse un message en disant, mais moi, je trouve qu'il y a un beau sujet, c'est la démocène. Et un beau jour, je suis très surpris, Xavier S, qui pilotait l'émission à l'époque, me téléphone et me dit, écoute, ça m'intéresse, je ne sais pas ce que c'est, je viens chez toi, tu me montres, tu m'expliques ce que tu fais, et on verra. Okay. Et donc un beau jour, il est venu chez moi, dans ma maison. Quand on est jeune, c'est assez étonnant de voir quelqu'un de la télévision qui débarque chez toi. Donc j'étais un peu intimidé, évidemment. Et comme on fait maintenant, je me mets à montrer tout ce qu'est cette démocène, ce que moi j'y fais, mais surtout ce que font les autres, parce que c'était bien plus spectaculaire que ce que moi je faisais. Et je pense... Donc tu deviens le médiateur de cette démocène, finalement. Je deviens monsieur pour cette... Ça n'a jamais été plus loin, mais en attendant, je montre tout ce qui se passe. Et je pense qu'à l'époque, je commençais à travailler et donc pareil, tout ce travail dans la démocène m'a aussi mené à mon premier job dans les jeux vidéo. Et donc Xavier comprend que je suis une personne qui aime tout ça et me propose, au bout des 2 heures que je passe avec lui, me dit écoute, ça ne te dirait pas de venir faire des chroniques jeux vidéo dans l'émission ? Je n'étais pas préparé à la question, évidemment.
Et il m'a fallu au moins une demi-seconde pour avoir la réponse qui consistait à dire je vais réfléchir et qui était fait un gros mensonge. Puisque évidemment, je me suis dit ouais, pourquoi pas. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette émission radio. Donc il faut quand même se rendre compte qu'on parlait de jeux vidéo dans une émission radiophonique, donc sans image, ce qui est un peu suicidaire. Mais voilà, on l'a quand même fait et donc j'ai pris sur moi de faire des critiques de jeux vidéo. Donc à l'époque, j'étais encore un peu... j'avais de l'intérêt dans les jeux, donc moi, mon rêve, c'était de travailler dans des équipes de jeux vidéo. Mais déjà à l'époque, j'aimais plus tellement jouer à des jeux vidéo, j'aimais surtout la technologie des jeux vidéo. Oui. Ouais. Et donc comment ça se passait ? Tu venais sur le plateau et tu enregistrais en direct avec eux. Ils étaient dans une forme de dialogue ou bien tu faisais des capsules ? Je faisais des capsules. Donc je préparais, donc je jouais à des jeux vidéo toutes mes soirées pour savoir, ok, ça a l'air chouette, ça n'a pas l'air chouette, que peut-on dire, que peut-on pas en dire. Ouais, donc tu faisais un travail vraiment de journaliste de jeux vidéo. Oui, j'analysais le truc, je faisais des images. J'enregistrais avec des cassettes VHS, et puis je montais à Bruxelles avec mes cassettes ou avec mon ordinateur, et on branchait tout, donc je faisais mon travail, quoi. Donc j'expliquais, voilà, ce jeu, il me paraît bien parce que, il me paraît pas bien parce que, il est différent d'eux. Et je pense que l'intérêt qu'il y avait dans ma personne, entre guillemets, c'est que, comme je suivais le milieu du jeu vidéo depuis tout petit, j'avais une connaissance un peu encyclopédique du truc, donc je savais qui avait écrit quoi, je connaissais la technologie derrière, donc je pouvais parler un peu de plein d'aspects du jeu vidéo. Et voilà, et donc moi c'est ça qui m'intéressait, c'était le côté un peu global. Le jeu en soi, jouer à des jeux vidéo, moi j'étais pas vraiment un joueur, je pouvais pas transmettre l'envie de jouer, mais je connaissais les codes, je connaissais ce qui marche, les formules qui marchent pas. Je savais qu'est-ce qui était nouveau, pas nouveau. Donc je pense que j'avais quand même un discours, j'espère, pour ceux qui m'ont écouté, assez global sur les jeux vidéo, quoi. C'est ça. En fait, l'idée, c'était aussi de mettre en perspective par rapport à des questions contemporaines, au développement. Oui. Ok. Donc, pas juste achetez-le. Donc, on n'était pas dans une démarche purement publicitaire ou mercantile du tout. Ah non, alors pour le coup, moi j'avais pas du tout compris ce truc-là au début, donc j'étais complètement étanche à tout ça, et j'ai en fait assez vite compris que j'étais probablement le seul à être étanche à tout ça, donc les éditeurs de jeux, eux, savaient exactement ce qu'ils faisaient. Et je pense que par exemple, obtenir les jeux vidéo que moi je savais qui étaient intéressants, n'était pas toujours facile parce que l'éditeur n'avait pas forcément envie de pousser ce jeu-là. Donc je pouvais facilement obtenir des tas de jeux qui n'allaient pas se vendre pour que j'en parle, probablement. Ouais. Et les jeux qui étaient chouettes, c'était plus compliqué. C'est-là, c'était peut-être un peu plus compliqué. Alors je n'accuse personne, tout ça c'est une construction que je me suis faite. Et aussi, il y avait un aspect qui était important, je pense, parce que ça on me l'a signalé, c'est qu'à l'époque je faisais ça en sus de mon travail. Et donc, moi, je n'étais pas lié par un salaire, par un contrat, etc. Donc, j'avais une liberté de parole. Tu n'étais pas rémunéré du tout ? Enfin, une pige, quoi. Une pige, voilà. Mais donc, moi, si un beau jour, on me disait « tu ne peux plus faire des jeux vidéo, enfin, tu ne peux plus parler de ça », ce n'était pas grave. Donc, je pense que j'avais naturellement une liberté d'expression qui était assez commode. En particulier, je me souviens qu'on a présenté un jeu vidéo où le but du jeu c'était d'écraser un maximum de gens sur la route. C'était Carmageddon. Et donc on s'est fait taper dessus par le CSA qui avait estimé qu'on avait dépassé des limites. Et puis par ailleurs, j'avais expliqué qu'on pouvait modifier sa console pour jouer à des tas de jeux gratuitement. Et Monsieur Sony m'a téléphoné, il m'a dit qu'il n'était quand même pas content. Je lui ai dit que j'en avais rien à foutre enfin, je ne l'ai pas dit comme ça, mais que je comprenais bien mais que c'était un fait, que ça existait et que... Tu faisais de la formation sur un fait. Moi, je n'en avais pas fait la promotion, même si peut-être que dans mon fort intérieur, je trouvais que c'était quand même très sympa puisque ça rejoignait ma fibre de hacker de départ. Voilà. Et donc... Voilà, j'ai fait ça quelques années. En particulier, pendant que j'étais à cette émission, j'ai eu l'opportunité d'aller à des salons du jeu vidéo, enfin un salon à Londres, et ça m'a permis de rencontrer
les idoles que j'avais, donc quelques développeurs très, très connus. Je me souviens avoir parlé avec David Braben, qui est un monsieur derrière un jeu qui avait fait date, qui s'appelait Elite. J'ai pu parler avec Tom Rosendahl, qui est le monsieur derrière le logiciel Blender. Blender qui permet de faire de la modélisation 3D. De la modélisation 3D, qui est très réputé maintenant. Donc oui, ça m'a permis de faire des tas de choses très, très chouettes. Mais moi, j'ai toujours vu ça avec une certaine candeur. Voilà. Et d'ailleurs, à un moment, ça t'a lassé quelque part Oui, d'ailleurs, donc à un moment donné, j'en ai eu un peu marre de passer mes nuits à jouer à des jeux vidéo parce que c'est pas très créatif. Et ça m'a fatigué. Je crois que ça a fini de m'immuniser ou de me vacciner contre les jeux. Et donc, depuis ce moment-là, je ne joue plus. Donc, je garde un intérêt pour le monde du jeu. Donc, quand il y a quelque chose de spectaculaire, je le regarde, ça m'intéresse. Mais tu n'y passes plus tes soirées. Je n'ai plus d'intérêt réel à jouer à des jeux vidéo. Mes enfants jouent, et donc eux, ça les amuse bien. Mais moi, je dois dire que ça m'a un peu passé. Et puis aussi, à l'époque, peut-être je suis tombé dans un mauvais moment, mais les jeux vidéo étaient un peu tout le temps les mêmes. Donc on avait la énième version d'un truc, un énième jeu de voiture, et je trouvais que créativement, ça plafonnait un petit peu. Et en particulier, j'avais fait une prédiction, je m'en souviens, enfin, soit ça vaut ce que ça vaut, mais je m'étais dit, le problème qu'il y a avec les jeux vidéo au moment où moi j'y étais, c'était très laborieux à développer. On n'avait pas tous les outils qu'on avait, c'était un boulot énorme pour arriver à faire un jeu. Et je m'étais dit, mais le jour où les outils de développement deviendront plus simples, plus faciles d'accès, où ce sera plus 6 mois de développement avant d'avoir une toute petite chose à l'écran, je me dis, il y aura peut-être des jeux vidéo indépendants alors qui naîtront, comme à l'époque la musique indépendante était très à la mode. Et donc, je me suis dit, voilà, peut-être que ça va se produire. Et en fait, quelques années après, ça a commencé et maintenant on est en plein dedans. Voilà, donc le jeu vidéo indépendant marche très bien et voilà. Ça reste difficile et tout, mais c'est clair qu'aujourd'hui, les outils de développement qu'ils ont à portée de main permettent de se consacrer davantage à la création du jeu vidéo plutôt qu'à faire 3 mois de corvée de programmation de code, avant d'arriver à faire quelque chose. C'est exactement ce que expliquait Pablo la semaine dernière en disant que ses premiers jeux, il les a programmés sous Construct 2. Donc qui est un genre de middleware, de moteur de jeu, avec toutes ses limites, mais qui permet directement de rentrer dans une forme de résultat quasi immédiat après 1 ou 2 jours de travail. À l'époque, c'était minimum 1 an de boulot avant d'avoir une première image. Une première image, pas encore un jeu. Non, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est la répétition dans l'histoire du jeu. C'est-à-dire que généralement, il y en a un qui a une idée, et puis qui est copié, et ça se décline comme ça dans un genre qui devient de plus en plus formaté. Puis alors, il y a un Apax ou quelque chose d'un peu différent qui lui-même va être recopié, etc. Et cette reproduction peut entraîner effectivement une forme de lassitude par rapport à l'aspect assez peu créatif finalement qu'on retrouve à certains moments de cette histoire. Oui, c'est sûr. Et puis moi je viens aussi de l'époque des années 80 où tous les jeux étaient différents parce que simplement tout le monde faisait toujours le premier jeu d'un genre ou d'un autre. Ouais. Ça, pendant quelques années, une espèce d'âge d'or comme ça, où plein d'idées nouvelles arrivaient. Ouais. Et puis ça s'est arrêté. Mais... Oui, cet âge d'or a été vite suivi par des déclinaisons de on va faire un casse-brique, ou on va faire un Pac-Man, ou on va faire un Arkanoid, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment ce mouvement de balancier, me semble-t-il. Mais en fait, ce vers où je voulais t'emmener, d'une part, la fin de Cybercafé, pour toi, avec le passage à Gilles Banneux, qui va prendre ta place, qu'on espère pouvoir un jour accueillir ici aussi, parce que je pense que ce serait intéressant de voir vos différents points de vue. Tu l'as formé? Comment ça s'est passé? Non, je n'ai pas cette prétention. Donc, voilà, la fatigue venant, j'ai décidé de mettre fin à Cybercafé 21 pour ce qui me concerne. Et donc, il fallait me trouver un remplaçant. Et donc, je ne sais plus comment, j'ai rencontré des gens... un peu toutes sortes, mais ma question principale, moi, c'était est-ce que cette personne connaît le milieu du jeu vidéo? Ce que je ne voulais pas, c'est quelqu'un qui
voit l'opportunité de finir des jeux gratuits ou d'avoir sa tête à la télévision et qu'on oublie un peu le fond de l'histoire, quoi. C'est ça. Et donc, oui, j'avais un petit interrogatoire qui permettait d'évaluer les connaissances en jeux vidéo. Ça peut paraître rigolo, mais qui est le développeur de ça, quel est le jeu qui a précédé ça, l'idée de ce jeu vient de quoi, enfin, ce genre de truc. Okay. C'était peut-être un peu prétentieux de ma part, mais enfin, voilà, j'avais l'impression... Tu faisais ça sérieusement, quoi. Oui, c'était plutôt la conscience professionnelle, entre guillemets. Je voulais mettre à ma place. C'était pas en disant quelque chose du genre, oui, il faut au moins quelqu'un de mon niveau, certainement pas. Mais je me disais, il faut au moins quelqu'un qui connaisse un peu ce monde-là. Et voilà. Et donc, oui, il a pris ma succession. Et je ne me suis jamais retourné sur tout ça. Très bien. C'est la vie, quoi. Et autre point où je voulais t'emmener, c'est qu'on parlait des inventions de jeux très spécifiques. Tu as participé à un des premiers jeux en monde ouvert, qui est Outcast. En tout cas, il y avait eu des jeux auparavant. Oui. On a évoqué Elite, qui est une forme de monde ouvert aussi, spatial, oui. Etc. Mais là, Outcast, en 99, publié par Apil, développé par Apil, une société belge oui. dont on a déjà beaucoup parlé, fondée par Yves Grelet, Yann Robert et Frank Zohar. Oui, des gens très, 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 très bons. Voilà. Comment est-ce que tu es arrivé là? Qu'est-ce que tu y as fait? Et quel était ton rôle dans ce développement? Donc, ça ne surprendra plus personne maintenant, je voulais faire des jeux vidéo. Et donc, mon tout premier job était dans les jeux vidéo, justement. Donc, il y avait une petite société à Liège qui produisait des jeux, ce qu'on appelait à l'époque les jeux d'arcade. Donc, c'est des jeux qui finissaient dans les cafés. Qui étaient des jeux vidéo à part entière, mais dont le hardware, donc toute la machine était développée spécifiquement pour le jeu. Après, elle était réutilisée pour d'autres jeux, mais ce n'étaient pas des jeux sur ordinateur du commerce, c'était des jeux sur machine qui étaient faites pour ça. Donc je débarque dans cette société-là et je passe assez facilement, je pense, l'examen d'entrée, entre guillemets, puisque j'étais déjà super formé par tout ce que j'avais fait depuis que j'avais 12 ans. Donc, quand je vais les voir, je vois des types qui travaillent sur un jeu qui a l'air vraiment phénoménal, et c'est en fait le prototype d'Outcast. Okay. Donc, je débarque dans cette boîte, et lorsque je débarque, donc 3 mois après avoir vu ces gens-là, tous ces gens ont disparu. Et donc, comment s'appelait cette boîte Ça s'appelait Art et Magique. Voilà. Art et Magique, oui, c'est ça. Et donc, qui était dirigée par une équipe de 3 personnes très brillantes aussi. Et donc, je suis un peu étonné, mais je suis recruté là-bas pour m'occuper déjà un peu de problèmes d'optimisation, d'affichage 3D, ce que je fais. Et je suis déjà à Radio 21, je pense, à cette époque-là. Donc, je fais mon travail là-bas pendant 1 an, et puis lors d'une émission, j'invite les gens de Outcast, justement, parce que je trouvais que c'était quand même vachement plus impressionnant. Et donc, je les vois et je conclus, grosso modo, en les voyant, que je peux passer chez eux, parce que c'était quand même chez eux que je voulais bosser. Donc je démissionne de l'un, je me retrouve chez l'autre, et voilà comment je me retrouve chez Outcast. Et le fait que je travaillais chez Apil, chez Art et Magique, je pense, a facilité les choses, puisqu'ils savaient que j'avais été déjà recruté, donc j'avais été déjà un peu scanné, profilé, etc. Et donc sur Outcast, je suis engagé pour m'occuper d'un point très spécifique, à savoir de rendre le moteur 3D qu'ils avaient déjà écrit plus performant et plus correct numériquement. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça vibrait un peu dans l'image, c'était pas très propre, mais ça c'est simplement parce qu'ils avaient dû développer rapidement pour avoir un prototype, et donc il fallait rendre tout ça mieux et plus propre, quoi. Et donc je travaille sur ce qu'on appelle le moteur polygonal. J'ai fait ça, je sais pas, 1 an et demi jusqu'à la fin du jeu, ou presque. Donc dans l'image qu'on voit là, par exemple, les personnages étaient rendus par le moteur polygonal, et tout le décor, c'était la force de Outcast, mais moi, je n'ai pas travaillé dessus. C'était mon collègue, Christophe Chaudier, à l'époque, qui lui aussi était là pour le rendre plus rapide, l'optimiser, etc. Oui, qui a été un défi technique, d'après ce que j'ai pu lire, parce que c'était un moteur voxel qui, à l'époque, était très novateur aussi. Il y avait eu un jeu qui s'appelait Comanche, un simulateur d'hélicoptère. Je ne sais pas si tu te souviens. Si, je me souviens très bien, d'autant qu'ils avaient envoyé une petite lettre à Apil en expliquant qu'on était en train de marcher sur leur brevet. Et donc, ils étaient un peu fâchés. Mais je ne sais pas comment tout ça s'est soldé. Non, mais je ne connaissais pas ça, mais voilà. Si. Et je m'en souviens, ça, je pense assez clairement. Et donc, voilà, moi, j'ai été presque au bout de Outcast.
Dans l'optimisation. Dans l'optimisation. Donc c'était un challenge très intellectuel. Oui, complètement. Moi j'étais très très loin de l'aspect jeu, etc. C'est ça. Je ne me suis pas préoccupé de ça. Si, j'étais avec les collègues, donc je s'entendais bien qu'on en parlait, qu'on avait des discussions, qu'ils faisaient des choses, mais honnêtement, je ne sais pas trop. Et c'était situé où la société ? À Namur, à Jambes pour être exact. À Jambes, oui, c'est ça. Place de je ne sais plus quoi, près de la fête de la moutarde, qui était quand même un événement important qu'on voyait au travers des vitres de mon bureau. Ok. Voilà, donc voilà, moi j'ai fait ça. Et puis, plus ou moins en même temps, je crois que c'est arrivé avec un peu mon éloignement des jeux vidéo. Je me suis demandé, mais à quoi je sers exactement dans ce monde-là et je ne sais pas, j'ai été pris par une grande remise en question. Ok. Et donc, je me suis dit, bon, c'est pas ce que je pensais, c'est pas ce que je croyais. Puis j'ai compris que c'était quand même une énorme pompe à argent, ce truc. Et j'ai aussi vu des gens qui m'ont fait des commentaires où le programmeur était vu vraiment comme une machine à produire du code. Et tout ce qui, moi, m'émerveillait dans le code était pour certains juste un détail dans une grande stratégie marketing. Et ça m'a un peu vexé, je pense. Mais peut-être étais-je naïf, peut-être étais-je T'avais jeune. quel âge à l'époque ? 25. Oui, c'est ça. Un truc comme ça. Tu avais fini 25, tes 26. Études oui, j'avais fini un mes peu études. avant. Oui. Tu as fait quoi comme études ? Parce qu'on ne l'a pas dit. Ah oui. Donc, j'ai fait les études en informatique. Donc, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la licence en informatique. Donc, c'était pas les ingénieurs, c'était la branche, c'était comme physicien ou scientifique, machin, mais c'était axé sur l'informatique. Études d'ailleurs qui m'ont fait le plus grand bien parce que ça m'a permis de sortir de moi mes considérations très pragmatiques de j'apprends à coder dans mon coin, et ça m'a vraiment, certains profs en tout cas m'ont vraiment, ils sont tous les deux décédés, donc c'était De Marneffe et Ribens, donc c'est vraiment des gens qui m'ont appris à conceptualiser ce que je faisais, donc vraiment à passer un niveau au-dessus dans ma capacité à réfléchir à tout ça, et je pense que j'ai eu la chance, comme ayant beaucoup programmé, de me rendre compte de la valeur de ce qui m'était appris. Et moi, je me souviens encore nettement, j'en ai encore des frissons, de trucs en classe où le prof m'a expliqué des machins où je me suis dit « waouh !» quoi. Une forme de révélation. Oui, il fait vraiment de cet ordre-là, en me disant « ah mais attends, tout ce que je faisais, ça peut se résumer en une phrase, et cette phrase est puissante. » quoi. Et voilà, ça m'a fait ça. Donc après j'ai bossé pour Outcast machin, puis j'ai arrêté, puis je suis retourné à l'université, j'étais assistant 2 ans, et là j'ai fait ce qu'on appelait le diplôme d'études approfondies, donc c'était encore des cours, le DEA, et c'était normalement la porte d'entrée au doctorat, et là je me suis senti pas assez malin pour faire la compétition avec les doctorats dans le monde entier dans la matière qui m'intéressait, ce qui était une erreur de jugement phénoménale. Pas quant à mes capacités, mais quant à l'objet du doctorat. Voilà. Mais je pense aussi par rapport aux capacités, mais ça c'est une question j'en doute encore une question un peu de jeunesse. Et donc j'ai arrêté, et à ce moment-là, la bulle Internet était là. Donc il faut savoir que quand Internet est arrivé, c'est venu un peu sous le radar. Et puis, à un moment donné, des gens ont compris que ça allait tout changer. Moi, je n'avais pas compris ça du tout, mais des gens ont compris ça. Et donc, il y a eu un afflux d'argent incroyable dans ce truc. Des tas de sociétés sont nées, et c'était vraiment le place to be, quoi. Donc, tout était autour de ça. Donc, étant de mon époque, je me suis dit, cool, ça a l'air chouette, allons-y. Et donc, je me suis retrouvé dans une grosse boîte à l'époque qui a explosé très vite, mais bon. Et donc, j'ai fait des sites web, j'ai commencé à faire des moteurs pour faire des sites web. Tu as participé au .com et à l'éclatement de la bulle des .com. Et là, pareil, à un moment donné, je me suis dit, j'ai compris que c'était aussi une immense machine à faire de la publicité. Et là aussi, ça m'a un peu refroidi. Et donc, je me suis dit, bon, à quoi bon tout ça C'est un peu ce qu'on vit avec l'intelligence artificielle à l'heure actuelle. Et, oui. Un immense buzz autour de quelque chose. Ah oui, non, mais là, le buzz était colossal. C'était fou. Donc, Et donc, tu continues à travailler, mais plus du tout sur le jeu vidéo. Tu vas même être enseignant à un moment, parce que j'ai retrouvé ça... Pendant mes années, je me suis retrouvé à donner un cours de jeux vidéo. Voilà, J'étais le premier cours de jeux vidéo de Belgique, si ça se trouve. Oui, peut-être, c'est fort possible. Parce que, et donc, avec Salvino Salvaggio, qui était un type super balèze, lui. Alors, pour le coup, il était vraiment très fort, lui. Et donc, c'était à l'ICHEC. Oui, à l'ICHEC, voilà. Mais encore une fois, moi, je l'ai fait
parce qu'on m'a proposé de le faire, que j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant. Je pense que oui. Je crois que j'ai eu beaucoup de hasard, mais j'étais probablement curieux et assez ouvert, donc tout me paraissait pas un challenge du tout, mais juste, tiens, ça peut être rigolo à faire. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Mais ça, voilà, c'était pas... Voilà, ça ne fera pas de date, quoi. Non, mais si, mais je trouve ça important, parce qu'on est en quoi, là, 2000... Combien? Je ne sais plus, j'ai oublié de mettre... 8, 98 déjà 98. Ah oui. Oui. Ok. Oui, parce que c'est une des rares fois où tu as déjà à l'époque un regard rétrospectif sur l'histoire du jeu vidéo. Tu vois, c'est quelque chose qui naît dans Joystick en 97. Tu as la première rubrique qui s'appelle Époque épique ou un truc comme ça, ou c'est 2000, c'est possible. Je sais plus, qui sort de la boucle de le jeu vidéo, c'est l'avenir, et on regarde juste les jeux, soit qui viennent de sortir, soit qui vont sortir. Tu vois. Et donc, je trouvais que c'était important de mentionner que quelque part, ton regard rétrospectif a nourri aussi, je veux dire, une conception de ce type-là, un peu historique. Oui, je suis peut-être un peu méta comme ça. Voilà, c'est ça. Bien, soit dit en passant, maintenant que tu expliques ça, Époque épique, c'est le nom de la rubrique probablement, mais ça fait écho probablement à quelque chose. Donc, au début des ordinateurs, Apple, etc., il y avait 2 instructions de programmation très utiles pour aller bidouiller des choses dans l'ordinateur au-delà du cadre qui était encouragé pour apprendre à programmer. Et ces 2 instructions, ça s'appelait poke et pique. Donc, poke pour aller mettre quelque chose dans la mémoire, et pique pour aller... Donc, je me demande si épique époque, ce n'est pas un jeu de mots là-dessus. Si, parce que c'est orthographié P-O-K-E. Ah, ok, voilà, donc j'étais dans le bon. Bien vu. Bon, on en arrive à tes dadas actuels, on va dire comme ça. Parce que, donc, on va dire que tu t'es réorienté professionnellement et que maintenant tu travailles à l'université après avoir refait des études. Oui, donc j'ai refait un master en sciences de données et maintenant je travaille en hydraulique. Donc, tout ça nous éloigne assez loin du jeu vidéo, mais c'est pas ça l'important pour le moment. C'est que sur ton temps libre, tu développes aussi des émulateurs, et en particulier un émulateur. Un seul, oui. Qui est dédié à une machine, pas exactement celle-là qu'on voit sur la table, mais qui date un peu avant de cette époque-là, l'Apple II. Oui. C'est l'Apple II Plus, c'est ça que tu m'as dit? Le E. Le E, pardon. Alors ça peut paraître un peu geekissime, voire au-delà de ça. Mais en fait, il s'est avéré que le parcours de la vie étant ce qu'il est, j'ai eu un moment besoin de faire quelque chose juste pour m'amuser. Et je crois que j'ai eu aussi besoin de retourner dans... Je vais employer une expression atroce, la zone de confort. Donc de retourner dans un univers que je connais bien, que je maîtrise bien, qui est les ordinateurs de quand j'étais petit. Et donc je me suis dit, je ne sais pas pourquoi c'est né dans mon esprit, mais je me suis dit, je vais écrire un émulateur Apple. En fait, je pense que c'était un prétexte pour apprendre un langage de programmation que j'avais envie de voir un petit peu. Donc je me suis dit, lançons-nous... un projet simple pour mes quelques longues soirées. Voilà. Et donc, je me suis dit, je vais écrire un émulateur Apple. Donc, un émulateur, à quoi ça sert? Ça sert à faire fonctionner les jeux d'époque sur les ordinateurs actuels. Donc, il y a des gens qui vont vous expliquer que c'est un travail de préservation de l'information, que c'est important pour les générations futures. Moi, je n'ai pas cette prétention, je pense que c'est juste très marrant à écrire, et en particulier, on revient toujours un peu à la même soupe. Déjà, on fait des démos sur ces ordinateurs, très peu. C'est un ordinateur qui a été très peu occupé par ça. Oui, le Commodore 64 de l'époque était beaucoup plus. Le truc où tout est né, en gros. Mais en fait, quelques gens ont fait des trucs là-dessus, dont moi, parce que j'ai eu envie d'essayer. On peut peut-être lancer les démos pendant que... Oui. Et il s'est avéré qu'il existe déjà des émulateurs pour l'Apple. Je ne suis pas le premier, loin s'en faut. Mais il n'arrivait pas à reproduire tous les petits détails un peu à la marge qu'on pouvait voir dans certaines de ces démos. Donc c'est des détails inintéressants, c'est des bugs, des choses comme ça. Et donc je me suis dit, je pense qu'on peut aller plus loin. Donc j'ai conçu un émulateur pour... pouvoir dépasser AccuRapple. Donc le but vraiment, c'est d'être la précision. Oui, c'est ça. Voilà. Et j'y suis presque, j'y suis pas encore, mais voilà.
Et donc ici, l'exercice est encore une fois technique. Donc ça rejoint un peu, évidemment, ce que j'aime moi dans la démoscène, mais c'est surtout le challenge. Donc au début, c'était pour apprendre un langage de programmation, et après, c'est devenu non, il faut absolument que j'arrive à faire... donc c'est une sorte d'idée fixe. Ça fait 2 ans que ma famille peut vous parler de l'aspect idée fixe. C'est un peu fatigant, en fait, d'être victime comme ça d'idées fixes, mais je n'en sortirai pas. Donc voilà, l'objet ici est plutôt technique. Okay. Le petit bémol, c'est que ça rend les choses un peu nostalgisantes, entre guillemets, puisque je baigne tout le temps dans les choses de mon enfance, qui ne sont plus les choses de mon enfance. Mais bon, voilà, c'est un peu ça qui m'anime là-dedans. Tu m'avais expliqué qu'une des choses qui t'obsédait, c'était le son et la reproduction de la fidélité, finalement, oui. de quelque chose qui, au départ, n'a pas des grandes qualités sonores. C'est un beeper de machine. Oui, c'est ça. Alors, c'est marrant que tu parles de ça. Je pense que c'est quelque chose auquel les gens peuvent se raccrocher. Donc, il faut savoir que ces Apple avaient des capacités pour faire du son qui étaient absolument minimes. Mm-hmm. Et l'empreinte ou le type de son que cet ordinateur produit n'a jamais, je pense, fait l'objet d'une analyse par des ingénieurs du son. C'était juste, il faut que ça fasse bip et ça fera bip. C'est bon comme ça, oui, c'est ça. Voilà. Mais il se fait que cet Apple a quand même un bip bien à lui. Et il a une couleur sonore, je trouve, qui ne ressemble qu'à lui. Et donc, je me suis mis en tête de reproduire cette couleur sonore autant que faire se peut. Voilà, et donc il faut un peu faire d'analyse pour essayer de le faire. Après, c'est un peu... parce qu'on comprend en le faisant, ça c'était l'objectif au début, mais on comprend en le faisant que la couleur sonore de cet ordinateur, et j'imagine que les ingénieurs son me diront que, bah oui, on aurait pu te le dire, ça dépend en fait fortement de la pièce dans laquelle on est, et donc c'est pollué par la pièce de manière significative. Donc faire l'empreinte sonore de l'Apple, c'est peut-être complètement dingue, mais bon, j'ai été au bout de ce truc, je le ferai. Okay. Et voilà. Et puis encore une fois, ici, il y a un challenge de mathématiques, de physique, c'est rigolo, ça m'a permis moi de découvrir des trucs que je n'ai pas appris à faire, et voilà. Et donc il y a toujours l'aspect technique en dessous qui moi m'intéresse, et c'est ça qui me motive en fait. C'est le fait de dire j'y suis arrivé en fait. C'est ça. Et on a vu à l'écran des jeux qui tournaient sur ton émulateur, donc oui. qui reproduisent donc le fonctionnement. Oui, fidèlement, oui. Mais là, ça c'est d'autres choses. Oui. Donc ça c'est des démos. Ça c'est vraiment des démos. Voilà, donc telles qu'on les. C'est très limité. Voilà. Oui. Voilà. Donc encore une fois ce qu'il faut, c'est compliqué pour quelqu'un qui n'est pas informaticien, eux-mêmes encore pour les informaticiens d'aujourd'hui, mais parce que les ordres de grandeur sont tellement grands, il faut se rendre compte qu'un Apple comme ça, c'est 10 000 fois moins rapide, peut-être même 50 000 fois moins rapide qu'un ordinateur actuel, et ça a 1 million de fois moins de mémoire. Donc si je coupe vos moyens par 1 million d'un côté et 10 000 de l'autre, vous allez vite sentir que c'est fort étriqué. Ouais. Et le challenge, en fait, dans tout ce truc-là, c'est de fonctionner dans ce système-là. Il y a une sorte de principe d'économie, en fait. C'est ça, une forme de sobriété numérique. Oui, pour employer un mot qui est à la mode. Oui, mais clairement, et je pense que... Enfin, c'est un peu fou ce que je veux dire, mais si on prenait la peine d'exploiter vraiment les ordis qu'on a à fond, comme on fait, on pourrait peut-être en tirer encore un petit quelque chose. Mais c'est clair qu'il y a une forme d'économie, quoi. Et c'est d'ailleurs, alors avec mon grand âge, entre guillemets, c'est en fait un défaut maintenant, parce qu'avec les moyens d'aujourd'hui, fonctionner sur un principe de parcimonie, c'est idiot, c'est limitant, parce que moi, quand j'imagine un programme, je vois tout de suite des contraintes qui en fait n'existent plus. Donc je dois un peu toujours réapprendre à me dire, mais non, en fait, la mémoire, on s'en fout, on en a plein. On ne va pas se tracasser avec ça, c'est idiot. En fait, quelque chose qui a quasiment disparu du vocabulaire de l'informatique depuis les années 90-2000, c'est l'optimisation de logiciels. C'est quelque chose qui... Alors, je suis trop radical en disant ça. Oui et non. Hein. Mais disons que à un moment, l'optimisation te permettait de faire tourner des trucs comme Doom sur des ordinateurs qui n'étaient pas prévus pour, tu vois. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu des questions beaucoup plus larges sur des grappes de serveurs et des choses qui dépassaient l'usage purement individuel, j'ai l'impression. Est-ce que tu peux corriger ce que je dis ? Alors, c'est peut-être le présenter différemment. Donc, avant, on était confronté à la limite de l'ordinateur très vite.
Donc pour tout ce qui était grand public, on était forcément limité tout de suite. Et moi, en tant qu'informaticien de 15 ans, j'étais très vite confronté à ça. Maintenant, ces limites sont très éloignées. Donc je me réjouis aujourd'hui qu'on peut programmer des tas de trucs, et en particulier ceux que je faisais quand j'étais petit, en se cassant plus la tête, quoi. Donc ça, vraiment, on a fait un pas en avant. Mais il y a encore des dizaines de classes de problèmes, et c'est mon boulot quotidien au service d'hydraulique, des classes de problèmes qui sont excessivement limitées par les ordinateurs d'aujourd'hui, où on est vraiment coincé, quoi. Et il ne faut pas chercher bien loin. Donc moi, par exemple, je fais de la simulation hydraulique, donc je simule les inondations dans les rivières, la Meuse, etc. Enfin, non, pas la Meuse, la Vèze. Ils vont me tuer là-bas s'ils m'écoutent. Voilà, donc ça, c'est très utile. Mais si on veut faire des calculs précis, on est très vite limité par les ordinateurs. Donc tout de suite, la question de optimiser revient. C'est ça. Oui, non, en fait, c'est les usages qui voilà, sont plus la limite est plus loin. Elle se matérialise plus tard pour les gens, mais elle est encore clairement là, quoi. C'est ça. Clairement là. C'est peut-être parce que, en fait, en tant qu'utilisateur lambda qui vise juste à faire tourner son jeu, on le perçoit beaucoup moins que quelqu'un dont la profession est de créer des simulations ou de la modélisation très poussée. J'ai vu d'ailleurs récemment une vidéo très intéressante qui expliquait donc les systèmes qu'on fait, il y en a beaucoup qui se basent sur de la résolution de systèmes d'équations. Donc c'est des systèmes d'équations comme vous avez vu en secondaire, avec 2 équations, 2 inconnues, sauf que nous, là, on a 10 milliards d'équations, 10 milliards d'inconnues. Et donc quand ça devient grand comme ça devient vite un petit peu compliqué. Et il expliquait qu'en fait, pour arriver à résoudre un système 10 fois plus grand, en fait, il faut plus ou moins 15 ans, attendre 15 ans avant que le matériel arrive aux performances qu'il faut. Et donc, on voit en fait très vite qu'aujourd'hui, on sait qu'on est très 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 limité. N'importe qui viendrait aujourd'hui en disant « je peux travailler 10 fois plus vite », il ne va pas falloir 3 heures avant qu'on lui présente le même problème qu'hier, mais en disant « oui, mais attends, on peut faire un peu plus sophistiqué » et son 10 fois plus vite va être instantanément mangé, quoi. Donc oui, l'optimisation existe encore. C'est vraiment intéressant d'avoir ton point de vue actuel par rapport aussi à ceux que tu as pu connaître il y a 30 ans. Mais il est clair que si on regarde tout ce qui m'a toujours attiré, en fait, j'ai toujours été à cette phase d'optimisation. C'est toujours là que j'ai travaillé. C'est pousser l'ordinateur au plus loin possible. Et je ne sais pas pourquoi, c'est ce que j'aime faire. Non, mais c'est vraiment fascinant parce que ça permet aussi de donner une autre perspective sur le fait que le jeu vidéo, pendant des années, a été peut-être un lieu de mise à l'épreuve de l'ordinateur de ce point de vue-là. Ah oui, clairement, oui. Et que maintenant, il est peut-être moins. Oui. Tu vois, parce que en fait, les ressources dont on dispose à l'heure actuelle permettent déjà d'arriver à une forme de graphisme qui est très très proche d'une forme de réalisme assez fidèle. Les environnements virtuels sont immenses et ainsi de suite. Donc, on a peut-être moins besoin de ce type de compétences que tu as pu développer dans le jeu vidéo à l'heure actuelle. Et c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles tu t'en es éloigné. Oui, peut-être. Et puis ça s'est centralisé aussi. Donc les gens maintenant capables de produire ces moteurs 3D ultra puissants, ils sont dans des très boîtes optimisés, qui ce type de et donc le marché, entre guillemets, c'est fort restreint, quoi. Okay. Mais c'est clair qu'on a atteint une sorte de maturité. Et les champions de ça, c'est Nintendo, qui ont toujours proposé des machines inférieures en termes techniques, mais ont toujours proposé des jeux, en ce qui me concerne, qui sont très bons d'après ceux qui jouent, mais surtout, je trouve, qui graphiquement ont toujours été complètement cohérents et on ne perçoit pas la faiblesse graphique. Ils ont toujours réussi à faire ça et ils continuent sur cette voie-là. Donc je pense que oui, c'est vrai, les jeux vidéo, ça c'est devenu beaucoup plus facile de faire des jeux vidéo plus créatifs. Et d'ailleurs, il m'a semblé que ces dernières années, on commence à avoir des échanges avec le milieu du cinéma, donc des gens qui viennent du cinéma, simplement, je pense, parce que maintenant, ces gens-là arrivent dans quelque chose de suffisamment mature où ils peuvent s'exprimer. Et on ne doit plus leur dire écoute, c'est pas faire, ou t'es fou, tu demandes bien trop compliqué, combien 12 polygones, mais t'en auras qu'à 4. Voilà, toutes ces considérations... qui n'étaient pas très intéressantes de leur point de vue. Oui, et qui probablement ne comprenaient pas. On a quitté ce bateau-là, oui. Très bien. Écoute, avant de prendre les questions du public, moi j'ai une dernière question sur ton identité en ligne. Il y a
On a vu qu'il y avait plusieurs orthographes. On a vu aussi que tu te ralliais à différents groupes. Oui. Et puis j'ai vu passer French Touch. Est-ce Oui, que c'est ça. c'est lié à toi Non, alors French Touch, donc c'est les gens qui ont fait quelques démos pour l'Apple et que par la force des choses, et merci à l'Internet, j'ai pu rencontrer facilement. D'accord. Et donc on s'est vu deux fois, trois, je ne sais plus, deux. Et voilà, moi je n'ai pas de liaison particulière avec eux, si ce n'est que, voilà, après, c'est des grands copains qui échangent de leurs vues sur des choses, qui échangent, voilà, comme n'importe quel passionné de philatélie, de chien, de chat. Mais là, ça concerne spécifiquement l'Apple II. Je suis quand même un peu monomaniaque. Ouais. Et le PH et le F, il y a un enjeu Oui, ça, il y en avait un petit. Donc, mon prénom, c'est Stéphane, et je l'ai orthographié pendant des années avec F. C'était une manière de m'éloigner de mon adolescence. C'était un peu un caprice, mais c'était aussi une manière de plomber tous les systèmes informatiques qui allaient me chercher sur base de PH, et donc n'allaient pas me trouver. Donc pendant des années, j'ai semé le trouble, et ça a assez bien marché, je pense. Jusqu'à ce qu'on m'explique que contractuellement, c'était un peu un problème. Mais bon, pendant des années, il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal à me joindre, et je trouvais ça très amusant, quoi. Ben oui, j'en ai fait partie pendant tout le temps. Mais très bien. Écoute, je vais regarder les quelques questions qu'on pourra Vox avoir. Populi. Oui, s'il y en a. Je ne sais pas si on n'a pas eu des ennuis internetiens, mais non, il y en a. Je me lance. Hein. Oui. Je les découvre en même temps que toi. Quand, en 85... tu te passionnes pour le codage et la programmation. C'est une époque où c'était très peu répandu. Quel était le regard de tes parents sur cette discipline ? Ah ben écoute, le regard de mes parents, c'est que mon papa a été suffisamment visionnaire pour trouver qu'un ordinateur, c'était intéressant. Ce qui, à l'époque, était complètement dingue, en fait. Et donc il n'était pas ni ingénieur, ni machin, et il trouvait juste ça marrant, en fait. C'est ça. Et c'est comme ça que lui l'a pris. Il ne misait pas sur toi en disant oh non, pas du tu tout. vas ramener beaucoup de sous. Non, il pouvait pas le savoir. Personne ne pouvait le savoir. Et donc, oui, voilà. Mais très rapidement, le regard de mes parents était le regard des parents d'aujourd'hui. Tu passes beaucoup trop de temps devant ce truc. Voilà. Et c'était au point, si vous voulez vraiment des anecdotes, pour être sûr que j'étudie, parce que je n'étudiais pas beaucoup, ils enlevaient les câbles de l'ordinateur, mais ils les planquaient pas très bien, et je savais les remettre. Donc j'ai appris à remonter mon ordinateur en très peu de temps, parce que dès que j'entendais la voiture revenir, il fallait tout démonter, tout remettre à sa place. Donc je savais monter, démonter mon PC grâce à ça. Voilà. Okay. Je rigole parce que c'est le genre de truc que j'ai pu faire. Voilà. Ok. Question suivante. Est-ce que la démocène actuelle continue de se baser sur les contraintes techniques des OS actuels, ou est-ce qu'elle se construit sur des OS rétro ? En gros, est-ce que la démocène se base sur des contraintes techniques actuelles, ou est-ce qu'elle pratique surtout le rétro ? Non, il y a les deux. Il y a des gens qui continuent sur les vieilles machines, et là, l'objet, c'est la contrainte, et des gens qui font des nouvelles choses. Mais je pense... c'est vieillissant, quoi. Je crois qu'il y a eu, je ne sais pas pourquoi, il y a eu une étincelle qui fait que ce truc a démarré, mais je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt s'évanouit tout doucement. Mais il y a encore des gens qui programment sur les vieux, parce que quand ils étaient petits, ils n'ont pas réussi à le faire, donc ils disent vengeance, je vais y arriver. Maintenant, c'était mon cas. Si j'ai fait des démos sur Apple, c'est parce qu'à l'époque, je n'étais pas capable de le faire, et donc j'avais envie de savoir si j'étais capable. Mais oui. Oui, tout le monde développe sur tout encore. On parle d'OS dans la question, mais est-ce que parfois on ne peut pas se passer de l'OS, tu vois ? Alors, il y en a qui ne vont pas à bas niveau suffisamment pour aller... Alors ça me permet peut-être de rebondir là-dessus, parce que cette question peut-être, mais en fait il faut savoir qu'à l'époque, je n'ai pas amené le livre, mais l'ordinateur était vraiment vu comme un instrument. Et donc, au plus on avait accès à tout, au mieux c'était. Il était vachement encouragé, en fait, d'aller voir dans le truc. Dans les ordinateurs d'aujourd'hui, le système d'exploitation bride, en fait, très fort les choses. Et donc, on a moins accès. Et il y a même des parties de l'ordinateur auxquelles vous n'avez plus accès. Donc, il y a des systèmes de protection de l'ordinateur, des processeurs de contrôle, etc. Donc, quand bien même vous avez accès au microprocesseur, vous savez que derrière, il y a un autre microprocesseur qui surveille ce que vous faites et auquel vous n'avez pas accès. Alors, tout ça, c'est le milieu des hackers, etc. Mais je pense qu'il y a quand même eu un gros changement, qui est qu'à l'époque,
c'était encouragé et l'ordinateur, qui est quand même, en ce qui me concerne, l'instrument le plus dingue que l'humanité ait produit, c'est au moins 300 dernières années. Enfin, non, il y a eu le moteur à vapeur, soit, mais c'est quand même une machine incroyable. C'est la première fois dans l'humanité qu'on peut reproduire des calculs de manière fiable. Ça n'a jamais arrivé avant, quoi, et à grande échelle. Et c'est dingue de se dire que ce truc est bridé, en fait. Vous prenez votre téléphone Android, ce truc est complètement bridé. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez dedans. Vous êtes toujours in fine sous le contrôle de quelqu'un. Et ça, c'est un peu étrange. Je trouve qu'un outil d'une universalité pareille ne devrait pas le brider, quoi. C'est un peu dommage. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et ça rejoint complètement ce que... On a un spécialiste du DAI qui est venu parler des pratiques à l'époque, où il expliquait que la plupart du temps, les DAI qu'il a pu voir fonctionner chez des amateurs étaient ouverts et modifiés en disant « ça, c'est un condensateur que j'ai dû changer, ça, c'est une pièce d'origine, et ainsi de suite », parce que il y avait un rapport à la machine qui était beaucoup plus de proximité. Oui. Et si vous voulez voir ça bien, je trouve que c'était pas mal illustré dans le film sur Steve Jobs, qui a été sur Apple, où on voit vraiment la tension qu'il y a entre Steve Wozniak, qui a conçu l'Apple, et Steve Jobs, qui en a fait une machine commerciale. C'est ça. Et Wozniak était vraiment dans l'ouverture. Ces ordinateurs étaient faits pour être étendus. Et si le PC que tout le monde connaît aujourd'hui a eu du succès, c'est parce qu'au début, on pouvait l'ouvrir et l'étendre en mettant des cartes dedans. De toutes sortes, oui. Avec des différentes normes. Oui, tout à fait. Alors, je continue. Qu'est-ce que tu trouves différent ou similaire dans le processus de création de démos ou de jeux vidéo ? La facilité. Clairement. C'est-à-dire ? Eh bien, avant, il fallait travailler beaucoup pour obtenir peu, et maintenant, on travaille peu et on obtient déjà beaucoup. C'est ça. Je pense que ça peut se résumer à ça. Après, moi, je vois ça que du point de vue du programmeur, de l'informaticien que je suis, mais je pense que pour les graphistes, c'est pareil. Tous ces outils qu'on a à disposition sont magnifiques, sont ultra puissants. On peut faire vraiment des tas de trucs. Alors, tous ceux qui travaillent aux frontières de ces trucs-là diront probablement « oui, mais je ne peux pas faire ça ». Ok, il faut bien que ça évolue, mais en attendant, les pas qui ont été faits, il ne faut pas être devin pour voir que c'est gigantesque. C'est ça. Toujours sur la démoscène, je pense c'est marrant, ça intéresse beaucoup de gens, alors qu'en fait, je croyais que c'était mort, mais bon. Non, mais c'est justement parce que je crois qu'elle est assez mal connue, qu'il n'y a pas... D'ailleurs, ça fait partie d'une des questions. Je te la lis. La subtilité du code de la démoscène, qui est difficile à transmettre aux initiés, a-t-elle fait l'objet de tentatives de communication particulières, plus pédagogiques, ou via des commentaires tu vois, parce que finalement, c'est presque une œuvre d'art qu'il faut vulgariser d'une certaine manière. Oui, clairement. Oui, c'est comme l'art contemporain. Voilà. Si on n'est pas préparé, on ne peut pas comprendre. Si tu n'as pas de discours à côté, tu ne comprends rien. Oui, c'est difficile, oui. Est-ce que ça a été... non, je crois qu'il y a eu un bouquin une fois. Moi, je connais un bouquin en anglais par des universitaires qui ont étudié dans différents pays les différentes scènes. Ah oui, parce que, évidemment. Mais non, je connais un livre ou deux, mais je pense que ça n'a jamais fait l'objet de... Moi, je pense que pour des mémoires ou des choses comme ça, d'un point de vue justement philo-lettres et pas uniquement technique, il y aurait des choses à faire. Donc, s'il y a des gens qui veulent me poser des questions, je lance un appel. Tant que je suis encore vivant, il faut y aller. C'est ça. J'ai des souvenirs. À quel point la démoscène a fourni un réseau de diffusion en l'absence d'infrastructures de jeux vidéo pro ? Donc, en gros, mais là, on rentre dans les questions de piratage et des choses comme ça. C'est-à-dire qu'à certains moments, il était plus facile d'obtenir un jeu encore aujourd'hui. En fait, oui, ça a clairement... Ne dis pas encore aujourd'hui, on va encore se faire striker. Non, mais je crois que je pense que les éditeurs ont probablement toujours tenu un double discours qui était de dire pirater c'est mal, ça mange notre marge. Mais d'un autre côté, la création circulait, donc on parlait d'eux, quoi. C'est ça. Donc pendant longtemps, ça a été vu en partie comme un outil promotionnel. Probablement un petit peu. Et puis après, il faut bien reconnaître, les gens qui font ces jeux, il faut qu'ils mangent, et donc est bien naturel d'acheter leurs jeux. Et ça, oui, mais ça a clairement... Mais je pense qu'au-delà du fait, est-ce que ça a permis de faire circuler les jeux ou pas, c'est pas la question. La question, c'est que grâce à ça, ça a permis à des tas de jeunes de vivre dans un monde incroyable et qui a permis probablement de créer... Ça crée un milieu. Tout un milieu qui, lui, in fine, a fini dans les jeux vidéo, a fini chez Google. Parce que c'est tous des gens qui ont ce truc qui est que
en tout cas pour les programmeurs, on voit l'ordinateur de manière globale. Donc on comprend tout, du plus petit, de la plus petite puce jusque tout en haut. Et on a cette vision complètement transversale. Et ça n'a pu naître que parce qu'on a eu accès à toute cette information qui a circulé librement dans les années 80. Quoi. Ouais. Ok. Est-ce que la Démocène était belge, était divisée en flamand et francophone? Oui, clairement. Oui. Avec peu de contacts? Peu, oui, on en avait peu. La barrière de la langue, tout simplement. Ah oui. Il n'y avait pas de notion de on est flamand, machin, identitaire, je pense pas, non. Mais clairement, la barrière de la langue était là. Et puis, attends, il faut surtout dire, la Démocène était minuscule. Hein. Donc, il y avait le groupe Official Version qui était un des premiers, puis il y a eu un autre groupe, Access Denied, qui ont fait 2-3 trucs sans grand intérêt, il faut le dire. Je pense qu'on a été les plus connus, en tout cas dans le monde du PC, sur la plateforme Atari ST, il y avait, je pense, il y avait 2-3 types très très balèzes quoi, que j'ai rencontrés une fois, très loin de ce que j'étais capable de faire, mais c'était quand même très confidentiel. Oui. En France, il y a beaucoup plus de choses. Et vous aviez des contacts avec la France? Ben oui, alors par la force des choses, une fois qu'on a eu accès au système des Bulletin Board Systems, donc qui étaient ces serveurs où on pouvait téléphoner, bien là, les messages circulaient, donc il y avait l'équivalent des messageries. Tout ça, en fait, existait avant, c'était une sorte de pré-Internet, en fait. Ça existait avant Internet, mais tous les objets très rudimentaires, mais tous les systèmes de communication, tout ça, on avait. Et donc, on parlait avec tout le monde, le monde entier. Occidental. Ça n'intéressait pas les Chinois et tout ça. Donc c'est vrai. Oui, c'était très européen, très européen et un tout petit peu américain. Mais ça, j'étais pas... La Démocène sud-américaine, jamais entendu parler, chinoise encore moins, et indienne, non. C'est pas une question d'européacentrisme, c'est vraiment parce que... Je ne sais pas, c'est né comme ça, mais clairement, c'était il me semble qu'au niveau scandinave, elle était fort développée. Oui, ils étaient, mais je pense que c'est dû à leur système scolaire, donc ce qu'on disait à l'époque, c'est qu'ils avaient beaucoup plus de temps libre que nous, en fait, et donc ils pouvaient passer plus de temps devant leur écran, c'est évident, quoi. Okay. Je regrettais de ne pas être comme eux, honnêtement, si j'avais pu passer tout ce temps-là. On a un collègue qui travaille en Suisse maintenant, qui travaille justement sur le DAI. Oui, je sais qui c'est. Je Pierre voulais lui écrire. Voilà, Pierre Hurel, et qui est en ligne, on le salue, et qui demande si il y avait des contacts avec le réseau suisse. Étant donné que lui travaille sur l'histoire du jeu vidéo suisse pour le moment, il serait intéressé si tu as des liens francophones ou même plus lointains. Rien du tout, ça ne te dit rien. Et tu connais des groupes de démo makers suisses? Même pas. Est-ce qu'il y en a même eu? Tu ne sais pas. Je ne crois pas. Autrichien peut-être une fois, mais suisse, ça ne me dit rien. Au plus loin que je remonte... Non. Écoute, voilà, on vous mettra en correspondance. C'est une exception suisse. Oui. Et puis alors, la dernière question, ça rejoint un peu ma dernière question. D'où vient pour toi l'importance des labels, c'est-à-dire un pseudo, le groupe Infobia, le label French Touch et tout ça. Comment est-ce que tu analyses le fait que ces gens, à une certaine époque, ont eu besoin, si tu veux, de créer des identités? Oui, ça c'est très marrant parce que ça rejoint fort ce qui se passe dans les graffitis, ce qui se passe dans les camps scouts. Ouais. C'est qu'à un moment, on a besoin je pense que c'est une projection, en fait. On a besoin de projeter une identité. Alors, évidemment, pour tout ce qui est pirate, les types n'allaient pas donner leur propre nom, quoi. Non, bien sûr. Ça, c'est clair. Je pense. Évident. Mais après, encore une fois, c'est des choses qui se mettent en route un peu d'elles-mêmes. Je crois qu'en ce qui me concerne, il y a deux aspects. C'est peut-être simplement par mimétisme. Donc, les pirates faisaient comme ça, donc j'ai eu envie de faire comme eux. Et puis, c'était... oui, on pouvait... oui, c'est une projection de l'identité, quoi. C'est parce qu'on retrouve ça, par exemple, dans la presse de jeux vidéo, où c'est une des rares presses où tout le monde signe sous pseudo. Oui. Comme si tu te construisais. Mais l'Internet, c'est comme ça. Tout le monde prend un pseudonyme sur Internet. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est une question sociologue. Pourquoi est-ce que l'homme, quand il est à un truc de médiation, a envie de se coller un pseudonyme? Mais c'est parce que tu dis Internet, mais sur les BBS, il y avait déjà des pseudos. Oui, oui, mais dès qu'il y avait une médiation, mais je pense... Et puis, il y a un côté plus rigolo. Oui. Et puis, encore une fois, c'est probablement une espèce de... quand je mets mon pseudonyme Wiz,
il y a tout mon amour, entre guillemets, ma passion pour ce monde un peu alternatif de l'informatique, qui est concrétisé là-dedans. Je suis c'est mon avatar dans ce monde-là, quoi. Et comme il est alternatif, il peut forcément pas être, ça peut pas être moi. Je peux pas être Stéphane Champaillet dans le milieu des hackers. Ça n'a aucun sens, parce que Stéphane Champaillet, c'est moi qui me lève, qui me lave, qui nourrit mes enfants, qui fait mon boulot, qui paye mes factures. Ça n'est pas très marrant. Donc je peux pas projeter, je peux pas reprendre celui-là dans ce monde-là. Ça n'a aucun sens, quoi. Non, je comprends. Donc quand je suis dans ce monde-là, j'habite ce monde, et j'habite ce monde en tant qu'un personnage qui est moi, jeu vidéo, quoi. Enfin, c'est moi aussi, j'ai pas des personnages, je suis pas schizophrène. Mais j'entends bien. Mais j'ai tout. C'est une facette de ta personnalité. Et tout un système de valeurs aussi que dans ce monde-là, je peux défendre et expliquer, qui n'a pas cours, et toute une sensibilité aussi, puisque je suis sensible à ces créations qui sont les démos qui n'intéressent personne. Ben voilà, dans ce monde-là, c'est un monde, et il est assez distinct, il est fort, il est complètement étanche d'ailleurs du reste du monde, quoi. Est-ce que tu as joué beaucoup à des jeux de rôle ou des choses comme ça? Peu. En fait, j'ai joué quelques fois parce que ça me fascinait comme les gosses de 13-14 ans, et puis un beau jour, je me vois à la cafette de l'école en train d'expliquer que je vais tuer un dragon, et là, je me suis senti... je me suis dit non, ça va pas du tout, ça. Qu'est-ce que je raconte? Non, alors... Ça rejoint un peu l'image du geek, mais je suis une sorte de... Oui, je suis pas vraiment un geek au sens jeu de rôle, tout ça. Tu n'as pas adhéré à toute la culture dans son ensemble et en faire une dimension identitaire. Justement, mais ça rejoint la question de la pseudonymie et des multiples facettes, me semble-t-il. Mais, moi, j'étais assez focus sur un aspect précis. Ça a pris de multiples facettes, mais au final, c'est un peu tout le temps la même soupe, quoi. C'est optimiser des programmes et rester dans l'informatique alternative, quoi. Donc, je ne suis pas intéressé par faire la nouvelle application de recettes de cuisine, même si j'y ai pensé un moment, mais tout ça m'intéresse peu, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté créatif, quoi. Et la sociabilité en ligne, est-ce qu'elle est passée par des forums spécifiques sur lesquels tu as eu une grosse activité ou... Donc, à l'époque, quand j'étais dans le milieu machin, la sociabilité se limitait aux gens que je connaissais dans mon groupe, donc c'était quelque chose de tout à fait humain et parfaitement physique. Et encore aujourd'hui, je crois qu'après, je suis le produit de mon époque. Donc moi, dans les années 80, la sociabilisation se faisait d'homme à homme, entre guillemets. Et aujourd'hui, je continue de fonctionner comme ça. J'écris peu de mails, je publie peu sur les forums. J'utilise juste des moyens de communication pour rester en contact avec des gens que par ailleurs j'ai rencontrés bien physiquement. Tu n'as pas une communauté comme il y a pu y avoir aussi au début des années 2000 des forums jeux de rôle, des choses comme ça. Non, rien de ça. Je communique sur base essentiellement utilitaire. Et interpersonnelle. Oui, interpersonnelle, oui. Et je n'ai pas de public. Écoute, je te remercie vraiment beaucoup pour cette mise en perspective et cette prise de hauteur finalement par rapport à ta trajectoire. On arrive à la fin de l'émission, ça va être le moment des crédits, donc merci à toi d'avoir fait le déplacement et d'avoir libéré du temps pour discuter avec moi de toutes ces questions. En production, merci à Anissé et Alexis. Merci à Julien, Yves et Laura pour la technique. Tout ça se fait avec le soutien de l'institution, l'université, le département médias, culture et communication, le laboratoire du Liège Game Lab. C'est financé par le conseil sectoriel CSRV-SH. Il n'y aura pas d'émission en décembre, on reprend en février. On va s'accorder une petite pause de fin d'année. Mais restez branchés, on vous tiendra au courant, notamment via LinkedIn et Blue Sky. Bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir.